Bien, je vous propose que nous commencions cette deuxième séquence de nos auditions dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur le maintien de l'ordre que nous conduisons avec mon collègue Pascal Popelin, qui est le rapporteur de cette commission. Vous êtes nombreux, donc il va falloir que nous nous organisions pour que votre parole soit synthétique, d'une certaine manière, et que nous puissions tirer le meilleur profit de vos témoignages. Auparavant, conformément au règlement et aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, je vais vous demander, en tout cas pour celles ou ceux qui seront appelés à s'exprimer, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, de vous demander de lever la main droite et de dire « je le jure ». Très bien. Alors, nous allons procéder de la manière suivante. Avant que monsieur le rapporteur ne vous pose des questions, ainsi que moi-même et les commissaires présents, l'idée est que l'un ou l'une d'entre vous, parce que si vous êtes 6, c'est ça, plus le médecin, le docteur Lévesque, je pense que ce sera un petit peu compliqué si on demande à chacun d'expliquer les conditions dans lesquelles il a été blessé. Donc peut-être vous êtes organisé, je l'espère en tout cas, pour déléguer l'un ou l'une d'entre vous, afin de s'exprimer devant nous et de nous expliquer les conditions dans lesquelles cela s'est passé. Ce que vous proposez aussi, puisque c'est aussi l'objet de cette commission d'enquête parlementaire, d'améliorer les conditions de maintien de l'ordre et d'entendre de votre part ces propositions et les suggestions. Et donc, j'ai le sentiment que vous avez... Juste, on a écrit et préparé une intervention qu'on va lire à plusieurs voix. C'est très bien, voilà. Vous avez parfaitement fait les choses. Alors, on vous écoute. Ne parlez pas trop près du micro pour que... Une chose, par contre, je pense qu'il y a Madame Lévesque a une intervention spécifique. Bien sûr. Madame Lévesque et l'Assemblée des blessés. Peut-être commencer par Madame Lévesque. Par le docteur Lévesque, très bien. Par le docteur Lévesque, puisque nous sommes plus nombreux, ça risque de prendre un peu plus de temps. Très bien, merci beaucoup. On vous écoute, docteur. Merci de me passer la parole. Alors, Stéphanie Lévesque, je suis médecin en fait et je travaille en établissement hospitalier depuis 1994. Alors, je voudrais vous présenter j'ai fait une petite présentation d'une dizaine de minutes sur ce qui s'est passé, ce qui m'a appelé à faire un courrier, en fait. La semaine suivant une manifestation pacifique en 2012 sur la commune de Notre-Dame-des-Landes, c'était une manifestation pour construire des cabanes où des milliers de personnes avaient découvert la zone de Notre-Dame-des-Landes et ont participé aux constructions dans une ambiance bon enfant joyeuse. Donc dans la semaine qui a suivi cette manifestation pacifique, le samedi 24 novembre, moi je suis allée voir une de mes connaissances qui est agriculteur sur cette zone, qui vit à Notre-Dame-des-Landes, et on se promenait dans la forêt. Voilà, en début d'après-midi. On a croisé de très très nombreux promeneurs de tous horizons. C'était encore bon enfant, il y avait plusieurs centaines de personnes, je pense. Et on était surpris les uns et les autres, on prenait la parole les uns et les autres, d'entendre des explosions au loin, ou en tout cas des détonations qu'on ne savait pas bien identifier. Et ça se passait dans la forêt, en fait, qui était toute proche. En fin d'après-midi, je suis sollicitée pour intervenir auprès d'un blessé. C'était une dame de 60 ans, choquée, ne comprenant pas ce qui lui arrivait. Donc elle me raconte des heurts violents dans la forêt et des gens qu'elle a vus blessés autour d'elle. J'en sais pas plus à ce moment-là. Elle a été victime en fait d'une bombe lacrymogène qui a explosé près d'elle. Elle a besoin de soins. Donc du coup, je m'installe avec elle dans le local le plus proche. C'est une grange qui m'est prêtée en fait par cet ami agriculteur qui était tout proche de l'endroit où on était. Rapidement, en fait, donc je demande à l'agriculteur qui m'apporte quelques pansements et puis d'autres petites choses pour m'aider à secourir cette dame. Et puis rapidement, des blessés sont acheminés jusqu'à cette grange qui se transforme peu à peu en poste de soins, de premiers soins, et puis bientôt presque en hôpital de campagne dans l'urgence. Petit à petit, on fait venir un peu de matériel d'urgence. On demande aux uns et aux autres, pouvez-vous rapporter de chez vous tel et tel matériel ? On envoie à la pharmacie aussi avec
une infirmière, en tout cas pour ce qui me concerne, chercher du matériel parce qu'il y avait des gens à suturer. Les premiers secours s'organisent tant bien que mal avec les moyens du bord. Des soignants également sur la zone, infirmières, aides-soignants, qu'on croise, qu'on ne connaît pas, viennent nous aider, chacun apportant désinfectants, pansements, matériel. Un autre médecin me rejoint vers 16h. Vers 17h, pardon. Et de 17h à 23h, les blessés se succèdent, nous plongeant, mon collègue et moi-même, dans la stupeur et l'incompréhension face, premièrement, au nombre des blessés, deuxièmement, à la sévérité des blessures parfois, avec des risques vitaux pour certains, et puis aussi face à leurs conditions. En fait, pour moitié, ce sont des promeneurs pacifiques qui sont amenés blessés, et pour moitié, des jeunes installés sur la zone et un peu idéalistes. Ils habitaient les cabanes, entre autres, qui avaient été construites dans la semaine précédente. Je précise ici qu'aucun n'était armé ni menaçant. Dans la nuit, nous avons fait hospitaliser 3 personnes. 2 ont été transportées par les ambulances des pompiers, sollicitées par le SAMU qu'on avait appelé. Et une blessée a été transportée par moi-même vers minuit, parce que l'évacuation en fait, des blessés de la zone était difficile. Elle avait besoin de soins urgents, donc j'ai préféré l'amener moi-même à l'hôpital. Mon collègue et moi-même avons organisé une permanence de soins pour la nuit. Et le lendemain, les blessés sont moins nombreux. Nous avons décidé donc de faire quelques clichés des blessures, très peu, parce que dans l'urgence de la situation, la veille, on n'a vraiment pas eu beaucoup de réflexes par rapport à laisser des traces. Et on a fait ces clichés tant nous avions été surpris par leur importance et leur gravité. Le dimanche soir, en rentrant chez moi, j'écoute la radio et j'entends manifestation à Notre-Dame-des-Landes. Des gens violents ont été repoussés par la police et on dénombre parmi les manifestants aucun blessé et dans les rangs de la police plusieurs blessés. Blessés que je déplore également, je fais cette parenthèse. Donc, ayant été témoin, ayant soigné une quarantaine de personnes, j'ai décidé d'écrire au préfet un courrier dont je vous laisserai une copie. Monsieur le préfet, en ma qualité de médecin, je suis intervenu à Notre-Dame-des-Landes samedi 24, dimanche 25 novembre 2012. J'ai passé 2 jours à soigner des blessés. Je tiens à porter à votre connaissance le nombre des blessés que nous avons eu à prendre en charge. Pour le samedi 24 novembre, 11 blessures par flashball touchant le thorax pour 2 personnes, avec un doute sur une lésion hépatique. La joue et la lèvre inférieure supérieure pour une personne, avec probable lésion dentaire et maxillaire. Le genou pour 2 personnes, les doigts pour 2 autres personnes, la cuisse pour 2 personnes, les côtes pour une personne, avec un doute sur une fracture des côtes pouvant provoquer une lésion pulmonaire avec hémorragie. Le poignet pour une autre personne. On a aussi soigné 3 traumatismes de genou, 2 traumatismes de poignet, une plaie tympanique avec risque de surdité, un choqué par gaz, une plaie de crâne suturée par 2 points, une autre plaie de crâne suturée par 15 points, 6 blessures par explosion de bombes assourdissantes, dont 3 impacts dans les cuisses de 3 personnes, un impact dans l'avant-bras, un impact dans la malléole, 10 impacts dans les jambes d'une seule personne, 10 impacts, à nouveau pour une autre personne, avec probable lésion du nerf sciatique et conséquences donc sur la motricité de cette personne, avec possibilité de handicap. Un impact dans l'aine aussi d'une autre personne, avec suspicion d'un corps étranger restant qu'on n'a pas pu enlever, et près de l'artère fémorale, avec les risques d'hémorragie consécutifs. J'insiste donc sur la gravité de ces blessures par explosion. Les débris pénètrent profondément dans les chairs, risquant de léser les artères, nerfs et organes vitaux. Nous avons retiré des débris de 1,5 à 1 cm de diamètre, d'aspect métallique ou plastique, très rigides et coupants. D'autres, très profondément enfouis, ont été laissés en place et nécessiteront des soins ultérieurs, impossible de prévoir les lésions secondaires. Les hospitalisations n'ont pas été simples. Mon collègue a contacté le SAMU et l'ambulance des pompiers qui a été retardée par les barrages.
J'ai donc amené moi-même un deuxième blessé devant être hospitalisé. J'ai ainsi pu avoir des nouvelles d'une troisième personne hospitalisée dans la journée. Pour le dimanche 25 novembre, nous avons vu une blessure par bombe assourdissante avec ablation d'un débris dans le doigt, une réflexion d'un pansement de cuisse, une fracture de cheville, une blessure de main, un impact de flashball au thorax avec suspicion de fracture de côte et lésions pulmonaires à nouveau. Je ne vous fais ici que la liste des patients les plus gravement blessés. Il semble que l'on dénombre une centaine de blessés durant ces 2 jours. Je vous précise également que nous tenons à votre disposition les photos des lésions constatées. En ma qualité de médecin, je souhaite attirer votre attention sur la gravité des blessures infligées par l'utilisation des armes des forces de l'ordre, et cela en dehors de toute considération partisane. Dans l'espoir que ma description permette un usage plus mesuré de la force, veuillez croire à ma respectueuse considération. Donc ça, c'était le courrier au préfet, qui a été motivé par la disproportion des blessures. Dans la quinzaine qui a suivi, j'ai eu un rendez-vous avec le préfet qui m'a reçu, mettant en doute mes constatations, me laissant dans l'incompréhension par sa volonté de me persuader que tout cela était nécessaire. Je suis surprise et concernée par la méconnaissance des conséquences de l'utilisation de ces armes en termes de gravité des blessures qu'elles provoquent, allant parfois jusqu'au décès. Le préfet m'a répondu, en fait, à confirmer notre entrevue par un courrier qu'il m'a adressé le 14 décembre, me disant, donc je vous cite que 3 phrases, « Sur le fond, les forces de l'ordre ont effectivement utilisé un nombre très limité de moyens intermédiaires, grenades de désencerclement, grenades assourdissantes et parfois flashball. Cet emploi s'est bien sûr toujours fait suivant les règles, à savoir les décrets qu'il me cite, où on parle également de proportionnalité. C'est dans ce cadre réglementaire que l'autorisation d'emploi a été donnée. » Et il conclut, « Je ne peux que vous faire part de ma consternation, donc jugez de la mienne, de ma consternation devant de telles allégations qui traduisent une volonté de désinformation sur la légitimité et la déontologie de l'action de l'État. Là n'était bien sûr pas mon but. » Cette méconnaissance de la gravité en fait, de l'utilisation de ces armes et des blessures qu'elles peuvent causer, ou ce déni, me pousse depuis à informer et témoigner pour un usage limité, proportionné des armes, pour dire plus jamais ça. L'exemple de Rémi Fraisse me confirme qu'il faut avancer là-dedans. Pour conclure, je vous dirais que j'ai fermement confiance en l'intelligence et l'humanité des hommes vivant dans notre pays civilisé. Je ne crois pas en une quelconque violence délibérée de la part de l'État ou des forces de l'ordre. Je n'ai pas rencontré non plus d'opposants violents ou armés. Ce sont les blessures et non leur camp qui ont motivé mon courrier. Je crois cependant qu'il est grave de refuser l'évidence de la gravité des blessures et la réflexion nécessaire quant à leur usage. Merci. Merci, madame. On va maintenant vous écouter, puisque vous avez organisé vos témoignages. Oui, donc, alors, approchez, voilà, qu'on vous entende bien. Donc on a travaillé à élaborer un texte collectif. Avant de commencer l'exposé, on voudrait rappeler qu'aujourd'hui s'ouvre le procès d'un gendarme qui a mutilé un enfant de 9 ans à Mayotte. Il s'appelle Nassuir. Par flashball. Il a perdu son œil, il avait 9 ans. Donc, avant de commencer, on voudrait vous livrer notre sentiment à propos de la commission, à propos de la façon dont elle se déroule depuis le début. Évidemment, en tant que blessés, mutilés et proches de personnes blessées, on a été tous révoltés par la mort de Rémi Fraisse, et le mot est faible. Il faut dire que chaque personne qui est tuée, qui est blessée par la police, réveille nos propres blessures. Et malheureusement, quand on a été blessé depuis plusieurs années, on peut faire que constater l'enchaînement des blessures qui se succèdent. Alors, cette enquête parlementaire, elle a été ouverte suite à la mort de Rémi Fraisse. Et pourtant, de nombreuses auditions se sont transformées en tribunes pour la gendarmerie et la police. Le temps réservé aux policiers et aux gendarmes, et parfois la complaisance de certains commissaires, n'a pas manqué de nous irriter.
L'intervention de M. Denis Favier, directeur général de la gendarmerie, venu exposer en 10 points ses exigences en matière de restriction des libertés et de nouvelles dotations d'armes, a été exemplaire à ce sujet. Dans cette salle, on a plus entendu parler de la violence supposée des manifestants que de la violence des forces de l'ordre. Et pourtant, c'est bien un manifestant qui est mort à Sivins. C'est bien des manifestants qui perdent leur œil. C'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui. Il faut aussi préciser que c'est parce que des membres de notre Assemblée ont fait la demande que nous avons été invités. Si nous ne l'avions pas demandé, aucun blessé n'aurait été auditionné lors de cette commission. Est-ce que je peux vous interrompre une seconde pour vous dire que ce que vous dites là n'est pas juste? On va essayer de développer. Il y a des règles, ensuite, non. Il y a des règles. Il y a des règles de respect mutuel et de confiance mutuelle. Premièrement, cette commission d'enquête parlementaire n'a pas le droit d'aller sur l'enquête judiciaire à propos de la mort de Rémi Fraisse. Et donc nous sommes tenus à une commission d'enquête parlementaire, non pas sur les conditions qui ont entraîné la mort de Rémi Fraisse, et nous l'avons demandé, c'est le groupe auquel j'appartiens qui a demandé cette commission d'enquête parlementaire pour voir comment est exercé le maintien de l'ordre dans ce pays, si la doctrine du maintien de l'ordre est respectée et comment on pourrait l'améliorer. Il est normal que, sachant qu'il y a cette commission d'enquête parlementaire, votre Assemblée des blessés, des familles et des collectifs contre les violences policières se soit adressée à nous. Vous ne l'auriez pas fait que nous l'aurions demandé. Celui qui vous a précédé, Jean-Baptiste Ayrault, qui est président du DAL, du droit au logement, c'est nous qui l'avons demandé et c'est nous qui lui avons demandé de venir. Donc, je pense qu'il n'est pas sain, je comprends votre douleur, je comprends votre colère, nous comprenons votre colère, mais mettre en cause l'honnêteté et la partialité, l'impartialité, de la commission d'enquête parlementaire ne me paraît pas juste. D'autre part, nous sommes 30 dans une commission d'enquête parlementaire. Vous voyez que nous sommes peu nombreux. Nous sommes 4 parlementaires aujourd'hui. Et il y a des jours où nous sommes que 2, le rapporteur et moi-même. Une commission d'enquête parlementaire, elle est composée à la proportionnelle des groupes qui constituent cette assemblée. Donc il y a des gens, il y a des députés qui sont obsédés par la violence supposée des zadistes et qui posent des questions, et vous avez pu le voir, et vous avez pu voir les affrontements qu'on peut avoir entre nous. Non, c'est pour vous dire, mais je n'accepte pas, en tant que président de la commission d'enquête parlementaire, la remise en cause de l'impartialité de cette commission d'enquête. Cela dit, vous pouvez continuer tranquillement. Oui, vas-y. Juste, le fait est qu'on a pris très au sérieux cette commission. La preuve, vous êtes là. Et que nous avons regardé toutes les auditions. Très bien. D'accord. Et juste, nous avons voulu exprimer notre sentiment après avoir regardé pratiquement plus de 15 heures d'audition, tous les gens qui sont ici. Et moi, je vous réponds que je ne suis pas sur des sentiments, mais sur une réalité. Il est normal que dans une commission d'enquête parlementaire, on entende tout le monde. Tout le monde. Et c'est pas à nous de dire dans quelles conditions Rémi Fraisse a trouvé la mort. C'est le cadre de l'enquête judiciaire. On peut critiquer le cadre de cette enquête judiciaire, notamment le fait que ce soit donné à des militaires. Ce n'est pas notre objet ici, c'est nous le faisons une fois sortis de cette salle. Monsieur le rapporteur. Si je peux ajouter quelque chose, je vais prendre l'exemple du docteur Lévesque. Le docteur Lévesque nous a écrit au président, et malgré un programme qui est chargé, parce que si vous l'avez regardé, vous voyez que nous travaillons sérieusement et depuis un certain nombre de mois, eh bien, nous avons souhaité lui donner la possibilité d'avoir la parole. Je ne pense pas que le docteur Lévesque prétende avoir une représentativité associative ou autre. Elle apporte son témoignage. Donc, je le dis franchement, nous n'avons écarté. Nous avons d'abord fait notre propre programme. Et pardon de vous le dire, mais quand on s'interroge sur les modalités d'emploi de la force publique, il faut aussi écouter ceux qui sont en charge de la mettre en œuvre. Mais nous n'avons écarté, nous avons d'abord fait un programme qui nous semblait équilibré et qui s'est construit au fur et à mesure, et nous n'avons écarté aucune sollicitation, y compris au prix parfois de contorsion de nos agendas. Allez-y, continuez. Tout ce que vous dites sera
évidemment, figurera dans le rapport de la commission d'enquête Très parlementaire. bien. Il n'y a pas de censure dans cette qui est- maison, ou en tout cas Là, dans ce lieu. Ce qui vient de se passer, je vais continuer, mais très rapidement, ce qui vient de se passer est intéressant dans la mesure où aucun des colonels de gendarmerie, aucun des chefs des CRS, aucun des policiers qui a été auditionné n'a été interrompu pendant son exposé, et là, vous venez de le faire. Donc, je vais continuer. Non, mais aucun n'a mis en cause la commission de l'impartialité de la Si- commission d'enquête Bah, parlementaire. on pourra débattre ensuite, mais on va Ah faire non, notre mais exposé. moi, on débat pas ici, on s'interroge, on pose des questions. Il n'y a Euh, pas de débat. D'accord. Donc, dans un second temps, je vais présenter notre assemblée des blessés. Notre assemblée a réuni aujourd'hui plus d'une dizaine de blessés ou mutilés par la police suite à des tirs de flashball ou de LBD à hauteur de tête. Nous sommes des manifestants, des supporters de football, des habitants des quartiers populaires. Nous venons des 4 coins de l'Hexagone. Nos objectifs y sont simples, ce sont les suivants. Soutenir les personnes blessées par la police, et elles s'accumulent. Partager et diffuser nos expériences, que ce soit en matière médicale, en matière juridique, en matière médiatique et en matière politique. Lancer des initiatives communes. Se soutenir mutuellement quand il y a des procès de policiers mis en cause. Et participer aux luttes en cours. Alors, quand on a préparé cet exposé, on s'est posé une question. Avec l'augmentation continue des blessés au flashball et LBD, combien serons-nous demain dans cette assemblée à nous organiser contre les violences policières? Pour ma part, je vais continuer sur qu'est-ce qu'est pour nous et qu'est-ce qu'est techniquement aussi le flashball et le LBD. Alors, il y a eu 2 temps dans ces armes dites non létales qui ont été mis à disposition des policiers. D'abord, il y a eu le flashball Super Pro qui a été mis en circulation à partir de 1995, à l'initiative notamment de Claude Guéant. Et c'était un flashball qui se tenait comme un pistolet, qui se tenait à la main, et qui a d'abord été doté pour les unités d'élite, donc avec l'argument antiterroriste ou pour les braquages, etc. Et donc déjà, le flashball Super Pro très rapidement a été généralisé, notamment dans les quartiers populaires, avec des personnes qui ont perdu un œil, notamment en 99, un monsieur qui a perdu un œil dans une cité de banlieue parisienne. À partir du tournant des années 2005, 2006, 2007, il y a l'expérimentation du LBD 40. Et le LBD 40, c'est une arme de catégorie A, donc une arme à feu à usage militaire, qui est plus précise, plus puissante que le flashball Super Pro. Donc on a une militarisation qui s'effectue à ce moment-là, si tant est qu'elle n'était pas en train de s'effectuer avant. Le LBD 40, il est doté d'un viseur EOTech. C'est une technologie militaire qui permet de viser précisément sa cible. On voit que ces armes-là, ces armes non létales, elles vont des périphéries vers le centre parce qu'elles se généralisent. Au début, elles étaient réservées, entre guillemets, aux classes dangereuses, aux populations des quartiers. Puis petit à petit, elles ont été expérimentées, notamment sur des manifestations lycéennes. Et là, je vais vous parler très rapidement de ce qui s'est passé pour moi. En novembre 2007, je manifestais contre la LRU. C'était le premier mouvement social un petit peu offensif du quinquennat Sarkozy. Et le LBD 40 était en expérimentation, il n'était pas encadré. Et il a été testé in vivo à Nantes sur des lycéens. Et en l'occurrence, j'ai pris une balle à côté de l'œil, j'ai perdu la vision d'un œil. Malheureusement, depuis 2007, si nous sommes là, c'est que le LBD a blessé énormément de gens. Et donc, notamment à Nantes, 3 personnes ont perdu un œil suite à un tir de LBD. Donc c'est des armes qui se généralisent. On voit qu'il y a un processus de militarisation de la police, des armes de plus en plus précises. Et donc des armes de guerre, hein, il faut le rappeler, c'est la catégorie. Aujourd'hui, on retrouve aussi bien le LBD 40 dans les cités que à Notre-Dame-des-Landes, que dans les manifestations syndicales, que face à des lycéens. Et demain, ça peut être aussi vos enfants, vos proches qui peuvent être touchés. Donc moi je vais vous rappeler quelques chiffres. Depuis 1995 pour le flashball et depuis 2007 pour le LBD, on compte 36 mutilés ou blessés graves connus. Parmi eux, 2 enfants de moins de 10 ans. En 2011, Nassuir, 9 ans, qui commence son procès aujourd'hui, a été éborgné pendant une intervention policière à Mayotte. Daranka, 8 ans, a été éborgné lors d'une intervention policière à Corbeil-Essonnes. Et un mort par flashball, Mostefa Ziani.
tué pendant une intervention policière à Marseille en 2010. Pour toutes ces histoires, la justice a été saisie. Et on compte seulement une condamnation de policiers contre 36 classements sans suite, non-lieu ou relax. 1 contre 36, l'impunité policière est la règle. Notons quand même qu'après une plainte déposée devant le tribunal administratif, la responsabilité d'un préfet a été reconnue et l'État condamné à verser des indemnités. D'autres plaintes ont été déposées collectivement et sont encore en cours. Donc la police mutile et la justice couvrent ces actes quasi systématiquement. Maintenant, notre point de vue sur l'utilité et l'utilisation du flashball. Nous voulons écarter une première contre-vérité, à savoir que le flashball ne substitue pas à l'arme de service et permet d'éviter les homicides. Dans les situations où les policiers font usage du flashball, ils n'auraient jamais utilisé leurs armes de service. Sur le terrain, on s'aperçoit que le flashball vient en complément de la matraque et du gaz lacrymogène. En ce sens, il augmente considérablement la violence de la police. D'autre part, le nombre de personnes tuées par la police par balle chaque année n'a pas diminué depuis l'avènement du flashball et du LBD. Cette contre-vérité est systématiquement mise en avant pour justifier l'usage du flashball et du LBD. Ici même, M. Denis Favier, directeur de la gendarmerie, a tenu de tels propos pour demander que les gendarmes mobiles soient dotés de lanceurs de balles de défense. M. Cazeneuve a fait de même il y a peu à l'Assemblée nationale. L'usage d'armes à feu est très fréquemment évité grâce aux armes de force intermédiaire, a-t-il dit. À suivre le raisonnement, nous aurions tous été tués par balle, à l'occasion d'une manifestation, d'un rassemblement, d'un match de foot, d'une expulsion locative, en attendant notre bus. Le flashball est l'extension mutilante de la matraque et non la réduction non mortelle de l'arme de service. Nous nous opposons en tout usage du flashball et du LBD. Bonjour. Approchez le micro, on vous entendra mieux. Voilà, merci. Voilà. Voilà. Par rapport aux retranscriptions médiatiques qu'il peut y avoir en fait de certains faits, aux manifestants blessés, on oppose souvent qu'il y a des policiers blessés. Nous avons établi une liste de blessés et mutilés au flashball et LBD, mais on attend toujours une liste de blessés de policiers. On nous parle de blessures, mais on ne sait pas de quoi on parle. Et la seule réponse donnée ici même est que statistiquement, le nombre de blessés a augmenté chez les policiers. Ce qui vous conviendrait n'est pas une réponse satisfaisante. Il faut lire l'entretien du chef de la police de Nantes, M. Jean-Christophe Bertrand. Mediapart l'interrogeait suite à la manifestation du 22 février 2014. Alors qu'il y a eu 3 personnes mutilées lors de cette manifestation, il affirmait sa conception du maintien de l'ordre. Ceux qui prennent le risque de s'en prendre aux forces de l'ordre s'exposent eux aussi à des dommages corporels. Et il évoquait ainsi les blessures des policiers et gendarmes présents ce jour-là. Il y a eu des blessures physiques, comme des acouphènes, et d'autres moins visibles, psychologiques. Plusieurs fonctionnaires souffrent de troubles liés à la violence inouïe à laquelle ils ont dû faire face. Voilà ce que M. Bertrand a opposé aux 3 personnes mutilées ce jour-là, des acouphènes et des blessures psychologiques. Vous serez d'accord avec nous qu'il n'y a rien de commensurable. Et si le flashball tue rarement, il mutile très souvent. Et c'est en tant que tel qu'il doit être interdit. Parmi nous, certains ont reçu un tir en plein dans l'œil. Ils ont purement et simplement été éborgnés. Leur œil a explosé sur le coup. C'est le cas de Castille, Joachim et moi-même, présents ici. D'autres ont reçu un tir autour de l'œil et le choc ne manque jamais de provoquer un décollement de la rétine et au final une cécité pouvant être complète. C'est le cas de Pierre, ici présent, et de Geoffrey, qui est ici représenté par son père, Christian. Sans parler des multiples fractures du crâne, du nez, que nous avons tous subies. D'autres ont eu la mâchoire explosée, ont perdu une partie de lui, ont des migraines constantes accompagnées de troubles neurologiques tels que l'aphasie. Et pour parler de mon cas, moi quand je me suis fait tirer dessus, arrivé donc le 22 février lors d'une manifestation contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, je me suis fait tirer dessus en fin de manifestation alors que je quittais la manifestation. J'étais absolument pas armé ni violent, ce que tente d'établir la police des polices, car l'enquête, il faut savoir, est toujours en cours, toujours pas d'instruction d'ouverte 1 an après. Et quand j'ai été conduit à l'hôpital, les médecins se sont retrouvés face à des blessures qu'ils ne pouvaient pas prévoir. Et à quelques minutes près, les médecins ont dit que j'ai vraiment été sauvé in extremis. J'ai eu plus de 17 fractures autour du visage,
une reconstruction faciale, le nez cassé, l'œil arraché, et aussi du coup un bouleversement total dans toute ma vie. J'étais artisan charpentier. Ce jour-là, je fêtais mon anniversaire. Une demi-heure après, à 200 mètres à peu près de l'endroit où je me suis fait tirer dessus, j'avais réservé une table dans un restaurant. Et du jour au lendemain, tout s'est arrêté, socialement, professionnellement. Donc voilà, je tenais à faire que vous vous interrogiez aussi sur les conséquences d'un tel tir et de ce que ça peut provoquer après chez une personne blessée, mutilée. Bonjour, je suis Christian Tidjani. En fait, nous avons relevé que dans de nombreuses manifestations, les policiers ne respectaient pas le règlement et visaient explicitement le visage. À Nantes notamment, les policiers de la BAC, armés de flashballs, ont pris l'habitude de regarder les manifestants en posant une main sur un œil pour leur signifier qu'ils risquent de le perdre. Rappelons que lors des manifestations du 22 février 2014 à Nantes, 3 personnes ont perdu l'œil ou la vue d'un œil. De nombreuses autres personnes ont été touchées au visage, à la tête, c'est-à-dire le crâne, le nez, la bouche. Nous pensons qu'aucun règlement, aucune formation ne pourrait se prémunir de ces risques. Quand bien même les policiers ne viseraient pas les visages, cette arme est inconditionnellement dangereuse, et quelle que soit son utilisation. Il existe toujours un risque de mutilation ou même de mort. Mustapha Ziani, à Marseille, a été touché par un tir de flashball au torse et il est mort d'un arrêt cardiaque. En matière de maintien de l'ordre, et comme dans beaucoup d'autres matières, la différence de traitement est aussi de règle. On a évoqué ici même la différence de traitement faite aux manifestants, qu'ils soient zadistes ou agriculteurs. Aux côtés de la doctrine officielle, l'État met en œuvre un maintien de l'ordre beaucoup plus offensif qui s'applique à des pans toujours plus larges de la population. Avec la dotation massive du flashball et du LBD, survient une augmentation automatique des tirs perpétrés, donc des blessures graves, allant jusqu'à la mutilation, l'infirmité permanente et la mort. Il s'agit aussi d'un changement de pratique et donc d'un changement implicite d'une doctrine de la police française. On tire à nouveau dans la foule. Et je pense que c'est quelque chose qui devient insupportable pour des citoyens. La simple présence du LBD opère un glissement qui modifie en acte la doctrine appliquée sur le terrain. Si, comme le dit M. Bertrand Cavalier, la règle d'or du maintien de l'ordre est que la force doit se manifester sans jamais avoir à s'exercer, le flashball répond à une logique inverse. L'arrivée d'un canon à eau, l'équipement des CRS avant une charge, ainsi que les secondes qui précèdent le lancer des gaz lacrymogènes sont perceptibles par les manifestants. La force se manifeste avant de s'exercer. Le flashball ne se manifeste pas, il frappe. Et pour cause, son déploiement se résume au simple fait d'appuyer sur la gâchette. Souvent, les blessés disent ne pas avoir compris ce qui leur était arrivé. On peut souligner une autre caractéristique du flashball et du LBD qui le met en porte-à-faux avec la doctrine française du maintien de l'ordre. Les gaz lacrymogènes, une charge de CRS, un jet de canon à eau s'adressent au corps collectif des manifestants. Leur fonction est de les repousser dans le cadre des dispositions concernant l'attroupement. Le flashball et le LBD répondent au même cadre d'usage, mais leurs effets sont tout à fait différents. D'abord, ils ne s'adressent pas au corps collectif des manifestants, mais à une seule personne. Ensuite, ils ne repoussent pas, mais frappent. S'ils dispersent, ce n'est pas par l'exercice contenu de la force contre l'ensemble des manifestants, mais par l'extrême violence exercée sur l'un d'entre eux pour terroriser tous les autres. Pour cette raison, nous disons que le flashball et le LBD sont des armes de terreur. Leur devise est « en frapper un » pour terroriser tous les autres.
la sous-jacence des principes d'absolue nécessité, de proportionnalité, de mise à distance, et que les forces de l'ordre sont responsables de l'intégrité physique des manifestants, quelles que soient les manifestations et quels que soient les manifestants. Les jets d'eau repoussent et mouillent. Les gaz lacrymogènes piquent les yeux, le visage et la gorge. Le flashball et le LBD blessent, mutilent et parfois tuent. Il y a là en acte un changement de la doctrine, qui ne dit pas son nom. Une transformation lourde de signification. Avec le flashball et le LBD, c'est la possibilité même d'agir collectivement, sans prendre le risque d'être mutilé, qui est remis en question. Allez-y, allez-y. À de nombreuses reprises, certains d'entre vous, messieurs et mesdames les commissaires, ont mis en équivalence la violence des manifestants et la violence des forces de l'ordre. L'une viendrait justifier l'autre. Cette équivalence, pour nous, n'a pas de sens. On a d'un côté un corps armé, des milliers d'hommes entraînés, protégés et armés, et de l'autre, une population civile. On a bien compris qu'avec cette équivalence, ce qu'on essaye de nous faire accepter est qu'une minorité violente s'infiltrerait à l'intérieur de cortèges pacifiques et respectueux de la légalité. Au final, ce seraient eux les responsables de la mort de Rémy. Ce fut la stratégie de défense du gouvernement, et elle est prolongée ici. Cet ennemi extérieur justifierait des armes nouvelles et des lois d'exception. Pour nous, pour ce que nous vivons, la réalité est tout autre. Et d'une certaine manière, on la devine dans les mots des policiers eux-mêmes. La police ne fait pas face à une augmentation de la violence, mais à une augmentation de la conflictualité générale. Que l'on soit agriculteur, travailleur précaire, zadiste, ceux qui se battent n'ont d'autre choix que d'emprunter des formes de lutte qui sortent du cadre de la simple manifestation. Aussi, il n'y a pas de bons et mauvais manifestants. Il y a des gens de plus en plus nombreux dépossédés de leur activité, de la richesse commune, de leur territoire, de leur environnement, qui se battent pour les garder, voire pour les reconquérir, et qui font face à un pouvoir qui ne lâche plus rien, car il est entièrement soumis à des intérêts économiques privés. Merci. Madame, vous voulez intervenir? C'est à votre tour. Nous allons vous distribuer quelques photos. Alors, pendant que vous distribuez les photos, je vais passer la parole à pardon. Ah bon, très bien, très bien. Je pensais qu'elle se contentait des... D'accord. Allez-y, madame, commencez votre intervention pendant qu'on nous distribue les photos, les documents. Le flashball et le LBD ne se contentent pas de blesser physiquement un seul individu. Il éborgne également famille et entourage. Il est important et nécessaire que cette commission soit informée de ce que des parents ressentent. Nos enfants ont été éborgnés, marqués à vie, atteints dans leur intégrité par un policier qui, armé d'un flashball, leur a tiré dans l'œil alors qu'ils ne présentaient aucun danger pour personne. Ils auraient pu être les vôtres. Ils sont plus de 40 aujourd'hui à traverser cette épreuve. À la douleur de voir son enfant démoli s'ajoute l'incompréhension. Comment cela peut-il se produire dans un pays qui se dit civilisé? Et la rage. On ne peut pas, on ne doit pas se taire. Ceci doit être dénoncé avec force. Une blessure reçue dans de telles circonstances n'a rien à voir avec un accident de bricolage ou un malencontreux hasard. On vous écoute, madame. Les parents, les frères et sœurs, les proches sont touchés au plus profond d'eux-mêmes. Eux aussi sont abîmés, enveloppés par une sensation glauque, poisseuse, collante, qui ne les lâche plus et les transforme irrémédiablement. Pour eux aussi, il y a désormais un avant et un après la mutilation. Ils vont en plus devoir vivre avec le ressenti très net que leur fils,
leur frère, leur ami, est désormais perçu comme un individu dangereux, selon l'idée largement répandue par la police et les responsables politiques et entretenue par une certaine presse que s'il a été blessé par la police, c'est qu'il l'a bien cherché et qu'il l'a mérité. Ils vont aussi devoir traverser de longues et pénibles années de procédures judiciaires, à l'issue incertaine, non-lieu, relaxe, et dont la lenteur étudiée suspend le temps et empêche la réparation, la reconstruction. C'est une nouvelle violence. Il leur faudra enfin soutenir psychologiquement et financièrement celui qui, fragile et devenu socialement un handicapé, devra parfois réorienter sa vie professionnelle ou étudiante. Avant ce drame, nous faisions partie de la masse des citoyens insérés et engagés dans la société. Nous ignorions tout des violences policières en manifestation. Nous avons appris. Nous n'étions pas révoltés, nous le sommes devenus. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a fait le tour de vos interventions? Donc je vais passer la parole à monsieur le rapporteur Pascal Popelin. Puis je passerai la parole au commissaire et moi-même, de mon côté, je vous poserai quelques questions. Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais en préambule vous dire que personne ici, en tout cas pas moi, ne peut rester indifférent à vos témoignages, à vos situations personnelles et à toutes celles que vous avez rapportées. La deuxième chose que je voulais vous dire, mais vous le savez, car j'ai pu mesurer combien vous étiez attentif à nos travaux, nous ne sommes pas juges. Et donc nous sommes là pour essayer de construire une réflexion collective pour voir comment on peut à la fois garantir la liberté de manifester dans des formes qui évoluent et qui peuvent être très diverses, donc dans le respect des libertés publiques, tout en ayant aussi le respect de l'ordre public, de l'ordre républicain, qui est nécessaire dans une démocratie comme la nôtre. Je voulais dire à l'un des intervenants que je n'avais pas, ce qui me concerne, reçu les 10 propositions du directeur de la gendarmerie nationale comme étant des demandes tendant à la restriction des libertés publiques. Quand, par exemple, il indique souhaiter renforcer le dialogue avec les manifestants, améliorer la lisibilité des sommations, adapter les équipements, notamment les moyens de force intermédiaires, pour permettre une utilisation plus encadrée, ça ne me semble pas, de mon point de vue, être une volonté de réduire les libertés publiques. J'ai finalement assez peu de questions à vous poser parce que, à travers vos témoignages à différentes voix, qui étaient très charpentés, vous avez, au fur et à mesure, répondu à nombre des questions qui me venaient au fil des premiers exposés, en particulier sur la question des circonstances dans lesquelles vous aviez été victime. Et la seule remarque que j'ai à ce stade, bien que n'étant pas juge, c'est qu'il me semble que vous avez été victime dans des conditions qui étaient, et vous l'avez dit pour certains d'entre vous, qui était le non-respect de la doctrine et des processus d'emploi de la force tels qu'ils nous ont par ailleurs été décrits. Ce qui d'ailleurs nous interroge sur les conditions dans lesquelles il nous serait possible d'encore améliorer cela, même si après il y a toujours une part d'humain. Vous nous avez aussi éclairé pour certains sur, et en tout cas statistiquement, sur les questions de suite judiciaire, même si là, en l'occurrence, ici vous êtes dans la maison du pouvoir législatif et donc qui s'interdit, autant que faire se peut, de porter jugement ou commentaire sur les décisions de l'autorité judiciaire, mais par contre qui s'efforce, dans son rôle de législateur, de lui conférer la plus grande indépendance possible, si difficile que cela soit, y compris quand on a difficulté à faire modifier la Constitution pour encore accentuer cela.
Je voulais vous dire que j'avais bien reçu le message qui, je crois, était le cœur de vos différents témoignages, au-delà de vos histoires intimes et personnelles, qui est la position très claire que vous exprimez de demander l'interdiction de l'emploi des lanceurs de balles de défense pour les unités en charge du maintien de l'ordre et des flashballs pour les autres forces de police, puisque le flashball n'est pas en dotation sur les unités de maintien de l'ordre, mais on sait que LBD et flashball, vous l'avez dit vous-même, produisent les mêmes effets. Je nuancerai le propos de l'un d'entre vous qui a dit que il y avait LBD, flashball d'un côté et d'autres outils, qui, par exemple, lacrymogènes, etc. Et je le nuance à l'aune du témoignage du docteur Lévesque, qui a indiqué que tant les lacrymogènes que les grenades assourdissantes, etc., pouvaient aussi produire des effets. Donc on sait que de toute façon, l'emploi de l'ensemble de ces techniques, qui normalement ne doit intervenir qu'en dernier recours et après des sommations, après et de manière très encadrée, pour l'ensemble des sujets, j'ai bien compris le point précis que vous donnez s'agissant du flashball, mais pour l'ensemble des outils qui sont employés, ils sont de toute façon, ils doivent être employés avec discernement et dans des conditions de sécurité maximale. Ça n'est pas simple, c'est en tout cas un des éléments sur lesquels on va réfléchir. Voilà, votre propos était très charpenté et donc moi j'y ai trouvé les réponses aux questions qui me venaient à travers les éléments de témoignage. Mais je sais que d'autres ont sans doute des questions, peut-être qui en amèneront de ma part. Merci beaucoup. Moi, c'est moins des questions que des réactions à ce que vous avez dit. Alors, la première chose, d'abord, les témoignages, aussi bien du docteur Lévesque que de Madame Torselli et que de chacune de Monsieur Tidjani et de chacun d'entre vous, sont effectivement accablants. Il faut le dire. Je fais partie de ceux qui, après ce qui est arrivé à Joachim Gatti, avaient demandé la suppression de l'utilisation des flashballs et des tasers. Je maintiens que cette suppression, enfin, je serai de ceux qui, dans le rapport, ce n'est pas moi qui rédige le rapport, c'est monsieur le rapporteur, mais le président a l'opportunité d'écrire aussi ce qu'il souhaite, et je n'ai aucune raison, vu ce qui se passe et vu le nombre de blessés avec les LBD et les flashballs, je n'ai aucune raison de renoncer à cette demande de suppression. Car contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, si les LBD ne sont pas des flashballs, ils sont encore plus dangereux que les flashballs. Je constate avec satisfaction que le ministre de l'Intérieur, après la tragédie de Sivens, a dans un premier temps suspendu l'utilisation des grenades offensives et dans un deuxième temps les a interdites. Les forces de l'ordre, bien formées comme celles des gardes mobiles, n'ont pas à utiliser des armes qui sont des armes à caractère létal et qui contiennent autant de TNT que celles que l'on donnait durant la guerre de 14. Donc ça pose quand même un problème. Mais je voudrais motiver cette demande, pas simplement par le caractère éventuellement létal et en tout cas très traumatisant de ces armes, qui sont des armes, sur un argument qui a été bien développé par Joachim Gatti. Savoir que la doctrine en France du maintien de l'ordre, c'est une doctrine de mise à distance et une doctrine qui consiste à intervenir vraiment en dernière limite, c'est-à-dire à s'organiser pour ne pas avoir à intervenir. Donc maintenir à distance les manifestants avec des forces de l'ordre qui sont formées pour ça. L'utilisation du LBD ou du flashball, effectivement, renverse la doctrine, puisqu'elle ne fait plus appel à la question des sommations. Elle ne fait plus appel, comme vous l'avez très bien dit, à cette notion, à ce rapport entre les forces de l'ordre et les manifestants, qui peuvent voir venir les choses, notamment avec les sommations, avec l'utilisation d'un certain nombre d'outils. Et donc je pense que cette justification
des équipements intermédiaires, puisqu'on les appelle comme ça, qui permettraient d'éviter l'utilisation d'armements plus lourds, n'est pas une justification. Et effectivement, l'utilisation du flashball ou du LBD est en contravention totale avec la doctrine qui prime depuis déjà plusieurs décennies dans l'utilisation des forces de l'ordre. Mes collègues, je n'ai pas pu y aller, sont allés en visite en Allemagne, à Hambourg, où les forces de l'ordre sont dotées d'équipements tels que les canons à eau, mais n'utilisent pas des armes intermédiaires comme celles dont sont dotées les forces de l'ordre. Dire à Joachim Gatti que on n'est pas obligé de partager sa conclusion sur des gouvernements qui sont soumis au lobby économique. C'est un point de vue que vous exprimez et que nous entendons. Certains d'entre nous peuvent le partager. Mais je dirais que dans la panoplie, si je peux employer cette expression pour la circonstance, des manifestations où vous dites on est obligé, certaines catégories de la population sont obligées d'utiliser des moyens parce qu'elles ne peuvent plus vivre ou les conditions dans lesquelles elles doivent exercer leur profession, leur métier ne sont plus possibles. Et vous citez parmi eux les agriculteurs. Je vous ferai remarquer que l'impunité, si elle a lieu chez certains, si l'impunité, comme l'a dit Pierre Douillard ou Florent Castinera, effectivement, quand on regarde les mises en cause de policiers, il y en a très peu qui sont condamnés. Vous remarquerez que les forces de l'ordre sont particulièrement clémentes et, pour ne pas dire complices, avec des agriculteurs qui, eux, ne sont pas comme vous, ne sont pas sans équipement, et qui même détruisent, par exemple, la préfecture de Morlaix, la caisse agricole, et restent dans l'impunité la plus totale. Donc il y a aussi cela à regarder de près sur le fait que certaines catégories sociales dans ce pays peuvent faire ce qu'elles veulent, détruire ce qu'elles veulent, et rester dans l'impunité la plus totale. Je vais passer la parole à Guy Delcourt avant que vous puissiez réagir et apporter votre contribution. Monsieur le Président, merci. Tout d'abord, mesdames et messieurs, excusez mon retard. J'étais dans une autre commission des droits de l'enfant. Je suis donc arrivé au moment où la commission avait débuté. Madame le docteur Lévesque, j'ai donc entendu la fin de votre intervention, mais merci de nous avoir remis la lettre que vous avez rédigée. Juste pour être sûr de ne pas me tromper, le préfet de l'époque était bien Christian Galliard de la Vernée. Oui, oui, c'est ça. Guy a appuyé sur... Voilà. Excusez-moi, je vais me rapprocher. Moi non plus, je n'ai pas outre mesure de questions, car la préparation de l'audition est, à mes yeux, particulièrement bien établie. Je voudrais, sans me justifier, à titre personnel, vous dire par contre que je partage un peu les propos du président sur votre analyse. D'abord, nous avons voulu que cette commission d'enquête, comme toutes les commissions d'enquête d'ailleurs, moi je me souviens surtout de l'affaire Doutreau, sa publicité, son ouverture, son accès à toutes et à tous a permis l'évolution de la commission d'enquête. Il en est de même pour celle-ci. Nous n'avons rien à cacher. Et si on a pu vous donner l'impression d'écouter beaucoup les forces de l'ordre, ça ne veut pas dire que nous acquiescions. Et même si nous avons posé des questions qui peuvent vous paraître, vous ne l'avez pas dit comme cela d'ailleurs, peuvent paraître complices, moi je peux affirmer qu'il n'y avait rien de complice dans cette audition. D'abord parce que j'ai rencontré dans un autre cadre des syndicats de policiers, des représentants de gendarmes qui s'inquiètent de la radicalisation dans certains milieux policiers ou de gendarmerie de certains fonctionnaires. Ce n'est pas aujourd'hui quelque chose qui nous échappe. Et qui est donc même une préoccupation. Deuxièmement, vous avez pu vous rendre compte
que nous ne prenions, enfin, tout au moins en ce qui me concerne, je ne prenais pas de notes. Parce que prendre des notes serait absolument subjectif de ce que je ressens. Et en particulier, j'aurais pu prendre plein de notes dans ce que je viens d'entendre. Certes, ce n'était qu'un ami, mais un ami très cher, sapeur-pompier à Lille, qui a perdu sa main dans une manifestation. Et à partir de là, j'aurais une tendance à être à côté. Non, je crois qu'avant de porter le jugement, mais je comprends, M. Douillard, mais avant de porter le jugement du fonctionnement de la commission, je suis obligé de vous demander d'attendre le rapport final. Car c'est bien à la lecture du rapport final objectif qui est réalisé que la commission va être amenée à se prononcer auprès du rapporteur et du président. Et là, je pense que vous aurez, de la part des commissaires, et j'insiste sur la pluralité politique et l'indépendance des commissaires, vous aurez alors le véritable jugement, qui sera peut-être celui que vous exprimez, mais pour la bonne marche de la commission d'enquête, qui a encore beaucoup d'auditions, j'ai tenu, puisque ça aussi ce sera public, on le verra sur bande dès cet après-midi ou dès ce midi, à ce que vous soyez assurés de cet engagement-là. Je vous remercie. Alors, avez-vous des observations? Joachim Gatti? Oui. Donc, d'abord, répondre à M. Poplin. Bon, c'est étrange de résumer ce que nous avons dit en disant à peu près le contraire. Donc, juste une chose, sur la question des circonstances. Sur la question des circonstances, il ne nous semble pas que le problème concerne simplement les circonstances, ou ce que nous avons bien dit, ou le non-respect du règlement concernant le flashball. Il nous semble que cette arme, de par son extrême dangerosité, est toujours susceptible de provoquer de graves blessures, des mutilations, même si le cadre d'usage est respecté. Donc, en aucun cas, pour nous, le cadre d'usage, le règlement, pourrait constituer une réponse. Alors, écoutez, c'est juste... excusez-moi, j'ai mal compris. Alors, je vais préciser ma pensée, parce que de toute façon, comme tout est enregistré, c'est assez simple. Je vous ai dit que mon appréciation des témoignages que vous avez fournis, et que l'emploi, non seulement des LBD, flashball ou autres éléments, puisque on a eu des témoignages qui faisaient l'objet de blessures qui étaient provoquées par autre chose que des LBD ou des flashballs, de mon point de vue, résultait d'un emploi dans des circonstances qui n'étaient pas les circonstances réglementaires. Et en même temps, il me semble avoir dit, et avoir été clair, que le message qui me semblait au central dans ce que vous aviez porté était celui de votre revendication de l'interdiction totale de l'emploi de ces éléments-là. Voilà. D'accord, très bien. Alors, juste une chose. Je vais vous donner un exemple juste pour que vous compreniez. Lors d'une manifestation, il y a un jeune pompier qui s'appelle Quentin qui a été mutilé au flashball. C'était à Grenoble. Et il se trouve que, je vais vous expliquer les circonstances pour que vous compreniez sur la question du cadre d'usage. Il se trouve que un collègue à lui prend le jet d'eau des pompiers et le dirige vers les policiers. Les policiers ont dû le vivre mal. Ce n'était pas un jet direct, hein, c'était un jet en cloche, on pourrait dire, comme ça. Les policiers décident pour, disons, je ne sais pas trop quoi dire, se venger peut-être, ou en tout cas de tirer au flashball sur la personne qui tient le jet d'eau. Il se trouve qu'à ce moment-là, cette personne se baisse et c'est la personne derrière qui le reçoit en plein visage. Est-ce que le cadre d'usage a été respecté ou pas? Non. Hein, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez?
Ok. Voilà, on continue. Juste, je pense qu'il n'y a pas de il n'est pas possible. Vous dites, toutes les armes sont susceptibles de blesser. Non, on ne peut pas mettre toutes les armes sur le même plan. Le flashball, depuis que le flashball est arrivé, la multiplication des mutilations est arrivée. Donc, il y a des armes différentes des armes différentes, et on ne peut pas les mettre toutes sur le même plan et penser que les conditions d'usage du flashball et les conditions d'usage d'une bombe lacrymogène peut être la même, c'est absolument faux. Après, je suis d'accord avec vous que les bombes à sautantes, de ce point de vue-là, sont en effet aussi dangereux qu'un flashball. On est d'accord. Allez-y. Voilà. Juste, je continue les réponses une par une. À propos, oui, donc on peut dire que c'est pas que à propos, oui, vous parliez des agriculteurs. Bon, je pense aussi qu'il y a différents types d'agriculteurs, au sens où il y a des agriculteurs de la FNSEA. À Notre-Dame-des-Landes, beaucoup d'agriculteurs sont venus participer à protéger la ZAD et ont aussi subi un certain type de maintien. Il n'y a pas d'agriculture dans ce pays, donc il y a plusieurs agriculteurs. Voilà. Il y a la Confédération paysanne d'un voilà, côté, c'est pour ça que et Sénergie de l'autre. Voilà, on est d'accord. De ce point de vue-là. Après, juste une chose qui me semble importante de dire. Par rapport à la question, justement, vous parliez qu'en Allemagne, en effet, le maintien de l'ordre est différent, et notamment, il n'y a pas de LBD, et qu'on utilise plutôt des canons à eau. Il y a une chose qui était intéressante, c'était que je me rappelle plus son nom, une des premières éditions qui a été faite d'un ancien formateur de Saint-Astier parlait du tour d'Europe qu'il avait fait des différentes... oui, voilà, Monsieur Cavalier. Et il disait, mais quand on est allé en Espagne, on s'est aperçu qu'on a formé les premières gardes civiles, on a dit, surtout, il faut arrêter d'utiliser vos gomme-cognes. Les gomme-cognes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Qu'est-ce qu'un flashball si ce n'est pas un gomme-cogne? C'est exactement la même arme. Je vous signale que, par exemple, les plastiques boulettes qui étaient utilisés en Irlande, qui est aussi un genre de gomme-cogne, ont été interdits par le Parlement européen en 1982. Le flashball, c'est la résurgence de ces armes-là qui ont été utilisées et qui ont été interdites et qui réapparaissent sous une nouvelle forme. Alors, voilà. Après, il faudrait largement questionner la question des intérêts économiques qu'il y a derrière cette question du LBD 40. Allez-y. Après, il y a d'autres questions qui sont posées d'autres interventions. Mais je voulais quand même réagir. C'est la première fois que je suis confronté à ça, où systématiquement, ce que je dis est transformé. Donc, je veux préciser à chaque fois, si c'est nécessaire. J'ai simplement indiqué, en réaction à ce que j'ai compris d'un propos qui plaçait, et que vous venez de réitérer, à mon sens, qui plaçait le flashball LBD en tête de catégorie des choses dangereuses et qu'il fallait interdire. Et je me suis simplement permis d'indiquer qu'on ne pouvait pas faire de ça une déduction qui consistait à dire que le reste était anodin. Je n'ai pas hiérarchisé en ce qui me concerne. J'ai simplement dit qu'on ne pouvait pas considérer uniquement à l'aune de l'emploi du flashball les risques qu'on faisait encourir à des gens qui manifestent. Donc, je vous serais gré de ne pas me faire dire ce que je n'ai jamais dit. Pierre Douillard. Oui, très rapidement, c'était pour compléter ce qu'avait dit Joachim sur la question des balles de gomme en Espagne. La police catalane a mutilé énormément de personnes ces dernières années avec des fusils qui tiraient des balles en caoutchouc, effectivement. Et il y a eu une très forte mobilisation pour faire interdire ces choses-là. Et aujourd'hui, les policiers catalans sont équipés des LBD français. Donc on voit qu'il y a encore une fois une exportation du savoir-faire français. Et sur la question des grenades qui auraient été suspendues, interdites, c'est très important ce qui a été dit tout à l'heure par Madame Lévesque, c'est que les grenades
instantanée, les GLI F4 sont toujours en utilisation, et on l'a vu, y compris lors de manifestations après la mort de Rémi Fraisse. C'est des grenades qui contiennent de la TNT et qui peuvent potentiellement tuer. Donc il y a eu un type de grenade qui a été interdit, mais il y a des grenades explosives qui continuent à être jetées sur les manifestants. Ça me semblait important de le rappeler. En tout cas, je ferai partie de ceux qui en demanderont l'interdiction. Le TNT n'a pas à être présent dans les manifestations. Et sur les intérêts économiques, il y a sans doute le LBD 40, mais sur les intérêts économiques, on peut les déceler, notamment sur les grenades offensives, puisque c'est la même société qui les fabriquait à la guerre de 14. Monsieur ? Oui, je voulais intervenir sur les propos de M. Delcourt. En fait, on a bien compris votre intention. C'est surtout par le fait que vous avez insisté sur une phrase auquel je pense que vous n'avez pas eu de réponse. C'était des dérapages incontrôlés de la BAC ont fait dégénérer des manifestations. Et vous avez posé cette question, vous avez eu du mal à trouver une réponse. En fait, nous, ce qu'on se pose aussi comme question, c'est pourquoi, en fait, aucun de nos blessés n'a été interpellé, ni même secouru. C'est-à-dire qu'il y a aussi une non-assistance à personne en danger. Parce que je pensais, en fait, dans le maintien de l'ordre, que les personnes blessées par les policiers devaient être secourues de premier ordre par ces policiers. Et quand on voit l'histoire, ne serait-ce de mon fils, quand on voit l'histoire de Quentin, qui est encore beaucoup plus flagrante, parce que Quentin, on a empêché les secours d'arriver, on se pose vraiment la question de l'objectif d'un maintien de l'ordre aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous, ce qui nous interpelle, c'est que cette question, vous l'avez posée 2 fois, et en fait, on n'a pas trouvé de réponse en face. Allez-y. Ensuite, on passera la parole à Eric Stroman. Tout à fait. Si vous rapprochez avec d'autres questions où j'ai cité l'exemple de l'ancien directeur de Saint-Estier qui a dit de façon très claire lors de son audition que si on lui demandait son avis, en un mot, il préférait que les brigades départementales de gendarmerie restent en casernement et qu'on ne fasse appel qu'aux unités formées à l'école de Saint-Astier. Je lui ai demandé s'il pensait qu'il devait en être de même au niveau des services de police. Puisque dans la gendarmerie, parmi les dérapages, il s'est avéré que certaines enquêtes intérieures, il y en a quand même, ont révélé que des gendarmes débordés, craignant aussi peut-être pour eux-mêmes, n'avaient pas eu les attitudes, j'oserais dire, adaptées. Pour la BAC, vous avez tout à fait raison. Et je n'en dirai pas plus puisque je suis soumis à l'obligation de réserve de cette commission d'enquête qui a des règles. Mais j'aurai la réponse à ma question, car j'ai été trop témoin de dérapage, et je considère que les fonctionnaires de la BAC, à qui je rends un vibrant hommage dans leur quotidien, sont formés pour des actions qui ne peuvent pas être adaptées, en effet, à la manifestation. Leur technique de formation ne peut pas s'approprier lorsqu'il y a un commandement central avec plusieurs unités qui n'ont pas subi les mêmes formations. Voilà, je m'en arrêterai là, parce que sinon je dépasserai le cadre de ce qui m'est autorisé de dire, mais c'est chez moi une véritable préoccupation. D'abord parce que, ayant été ancien maire et entretenant naturellement, je suis à Lens, pour dire où je suis, des relations avec la police, puisque nous avons une équipe de football et des dérapages. Nous avons eu, je vous rappelle, la mort d'un gendarme lors de la Coupe du Monde de football 98. Eh bien, beaucoup de fonctionnaires de la BAC partagent mon point de vue quand je disais que je considérais que dans la phase encadrée de la manifestation, c'est-à-dire qu'une fois que les manifestants qui ont provoqué le mouvement sont sur place, la BAC ne doit pas intervenir. Et c'est tout. Et enfin, j'en ai terminé, parce que je vois que l'heure tourne. Et je voulais vous dire, vous voyez bien que c'est une de nos préoccupations dans la commission,
puisque nous avons posé plusieurs fois la question aux autorités militaires de la gendarmerie ou aux officiers, commandants et commissaires de police, c'est de demander comment se passait la coordination dite de l'autorité civile, présentée en l'occurrence par le préfet. Tout ça, c'est pour aboutir à relever des dysfonctionnements que le rapport reprendra, si le rapporteur le reprend, mais il nous écoute, il est très attentif à ce que nous disons, et nous espérons naturellement faire avancer. J'ai suivi, sachant qui venait ici, les différentes situations. Je partage votre préoccupation, mais l'affaire n'est pas classée. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Monsieur Tidjani a demandé la parole, mais auparavant, je vais passer la parole à Eric Stroman, mais j'ai bien noté votre demande de parole. Oui, Monsieur le Président, nous entendons avec beaucoup d'attention et vos témoignages qui sont réellement poignants. On peut en effet s'interroger sur l'usage des flashballs qui sont plus dangereux que ce qu'on le croit, enfin ce que croit certainement l'opinion publique. Simplement, je suis choqué par une photo que je vois, que vous nous avez remis, où vous parlez maintien d'ordre ou escadron de la mort. Est-ce qu'on peut qualifier des policiers français, même si en l'occurrence ils sont en civil, d'escadron de la mort? Je ne pense pas que ce type d'excès puisse servir votre cause. Monsieur Tidjani. Je répondrai simplement que escadron de la mort, quand on voit cette photo, on voit simplement un masque de mort. C'est la bague de Nantes qui était cagoulée. Oui, non, mais c'est votre interprétation. Oui, mais ce qu'on l'on voit sur cette photo, n'a pas la même signification. Et oui, mais on se pose la question. Il y a un foulard, en fait, il porte un foulard. Enfin, c'est pas les escadrons de la mort du régime de la dictature non, mais argentine. en fait, ce qu'on pense, non, nous l'impression qu'il nous donne, c'est que nous avons un glissement, en fait, vers quelque chose qui est mortifère. C'est notre sentiment. Et cette photo, je me demande, en fait, ce que ces personnes-là, dans l'attitude qu'elles ont, ce qu'elles viennent faire dans un maintien de l'ordre en France. Écoutez, enfin, à mon avis, alors, il y a des policiers en tenue à l'arrière, sur un deuxième plan. Au premier plan, ce sont des policiers en civil qui ont le brassard police. Je pense qu'ils ont le visage masqué certainement pour échapper au gaz lacrymogène ou tout simplement ne pas être reconnus. Mais il est évident avec les manifestations qu'on connaît aujourd'hui, il est bien aussi d'avoir une présence policière à l'intérieur des manifestations et pas uniquement au front pour transmettre des informations, pour dire voilà, il y a des éléments qui sont particulièrement excités, qu'il faudrait surveiller davantage. Il me paraît pas choquant qu'on ait des policiers à l'intérieur des manifestations. Et franchement, qualifier ces policiers d'escadron de la mort, donc de meurtriers, ça me paraît complètement surréaliste. Oui. Après, appuyez sur le micro, s'il vous plaît. Il y a un point d'interrogation, justement, on s'interroge, en fait, sur cette image. En fait, ce n'est pas un montage, hein, c'est réellement ce qui s'est passé à Nantes. Et puis, je voudrais rebondir justement sur ce que disait Monsieur Delcourt. En fait, quand vous disiez j'ai un profond respect pour ces personnes, enfin la BAC, sur leurs agissements autres que dans les manifestations. Il faut savoir que je vis dans le 93, je vois comment fonctionne la BAC. Je peux vous dire que les provocations qui sont dans les manifestations sont les mêmes dans les quartiers. Je peux vous dire aussi que la production des procès-verbaux sont les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, eux, quand ils tirent, ils ajustent leur procès-verbal sur le tir et non pas sur la réalité. C'est pour ça qu'il y a toujours des non-lieux. Parce qu'en fait, à partir du moment où ils construisent leur PV sur le tir qu'ils ont fait, c'est-à-dire que le PV, il se fait après, c'est évident, il est normal qu'un juge, qu'un procureur statue sur ce procès-verbal. Et c'est pour ça qu'on a un très gros problème. C'est pour ça qu'il y a autant de non-lieux, en fait, dans nos affaires. Et là, je reviens, parce que ce n'est pas une question de quartier, on parle dans les manifestations. Mais dans les quartiers, en fait, c'est pareil. C'est pour ça qu'il est important pour nous que l'on parle de ces forces supplétives dans les manifestations, parce qu'elles ont la même attitude dans nos quartiers. Je vous remercie.
Ouais, sur les Pierre escadrons. Douillard et puis Deux mots. Florent Castignera. Bien préciser que cette image-là, apparemment c'est une métaphore qui a été choisie, mais la photo de la BAC avec des cagoules tête de mort, c'est la BAC qui charge les manifestants, elle n'est pas infiltrée dedans. Elle charge LBD en avant et Matraque en avant, ils sont pas infiltrés. Ils veulent délibérément faire peur avec ce... Ils cherchent pas à se maquiller en manifestant. Là. Ils essayent d'attaquer les manifestants en étant grimés de cette façon. C'était moins d'une semaine après la mort de Rémi Fraisse, cette manifestation-là. Je précise. Hein. Donc, Allez-y. Donc, moi, j'ai été blessé avant un match de football. Donc, j'étais assis aux buvettes avant un match de foot, en train de boire un verre avec mes amis. Et là, il y a une équipe de la BAC qui est arrivée, qui a chargé un groupe de supporters qui étaient autour de moi. On était plein en train de boire l'apéro, en train de discuter. Et ils ont chargé l'un d'entre nous, parce qu'il avait un fumigène éteint en dehors du stade, ce qui est encore dans le cadre légal. Ils l'ont chargé. Certains se sont interposés, ont voulu défendre cet individu qui était là avec sa femme et sa fille. Et les flics ont continué à taper. Ils reculent un tout petit peu, et là, ils tirent au flashball. Ils sont venus attaquer, ils provoquent la haine, ils tirent au flashball, et après, ils demandent, ils plaident la légitime défense. Ils plaident ces choses-là qui sont complètement incohérentes, et tout le système judiciaire ou juridique, je sais jamais, qui va derrière, tolère ça et continue. On peut tirer sur un peuple comme ça, gratuitement, sans être puni, sans être inquiété par quoi que ce soit. Juste parce qu'on est policier, qu'on est soi-disant gardien de la paix, ils font le travail contraire. Il y a des affrontements, des problèmes de violence, des conflictualités entre l'État et une partie du peuple dans les manifestations. Et donc il y a un problème, c'est des gens qui sont mécontents, un peuple qui est mécontent, qui s'adresse à un État, qui le concrétise en manifestant. Et la réponse de l'État, c'est des tirs de flashball. Certes, il y a une violence, elle est là, il y a une rage quand on vient manifester pour certaines choses, c'est qu'on est profondément touché, qu'on a besoin de le dire. Et leur réponse, c'est on vous tire dessus, quoi. On vous tire dessus avec des armes, alors que nous, on n'en a pas. On n'a pas d'armes. On n'a pas d'armes. Ils nous tirent dessus, ce qui fait qu'ils provoquent le nouveau niveau de violence. C'est eux qui sont violents. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Pascal Poplin pour apporter la conclusion de cette audition et vous remercier d'avoir répondu à notre invitation sollicitée. Oui, simplement pour vous dire que je ne sais pas si nous y parviendrons et à quel degré, mais tout l'objet du travail que nous faisons est précisément d'essayer d'apporter des réponses pour que les cas dont vous avez été victime, et en particulier votre dernier témoignage, monsieur, j'allais dire, déjà dans les règles d'aujourd'hui, ça ne doit jamais arriver. Bon, donc ça arrive. Donc il faut que nous nous efforcions, c'est en tout cas l'objet. Alors, je ne suis pas certain que tout ce que nous ferons dans nos travaux, parce qu'en plus là, je pense qu'on est, dans ce que vous avez dit, même pas dans une opération de maintien de l'ordre, ou en tout cas à la limite, on est dans une opération policière. Mais enfin, en tout cas, soyez assurés que notre objectif, il est celui d'essayer de faire des préconisations, puisque une commission d'enquête, c'est ça, qui ne seront peut-être pas, probablement pas toutes les préoccupations que vous souhaiteriez, mais enfin en tout cas qui ont dans l'idée de faire en sorte que ce dont vous avez été victime, quelles qu'en soient les circonstances et quelles qu'en soient les raisons du reste, je vous ai dit, nous ne sommes pas juges ici, mais ça ne peut que heurter et blesser notre conscience de républicain. Donc voilà, nous allons continuer notre travail. C'est un long chemin. Je n'ai pas la prétention de penser qu'au terme de la publication du rapport, si la commission décide qu'on le publie, enfin bon, grosso modo, nous allons arrêter les auditions autour du 15 avril, travailler à la rédaction, on va échanger au cours du mois de mai et on décidera à la fin du mois de mai de la version finale. Ça ne sera pas le point final à cette réflexion. Enfin, en tout cas, nous espérons que ce sera une contribution utile et c'est aussi à travers vos apports qu'elle le sera, comme elle le sera à travers les apports aussi des fonctionnaires en charge du maintien de l'ordre qui nous ont apporté leurs éléments. Voilà.
Merci beaucoup. Pour vous prouver d'ailleurs le caractère impartial de notre commission d'enquête, nous avons auditionné tout à l'heure Jean-Baptiste Hérault. Nous vous auditionnons. Dans quelques minutes, nous allons auditionner un des meilleurs spécialistes, un chercheur en sciences sociales, l'un des meilleurs spécialistes des questions de maintien de l'ordre dans ce pays, qui s'appelle Fabien Jobard, et qui, dans Le Monde du 17 mars, à propos des émeutes de 2005, disait ceci: cette tactique de maintien de l'ordre a servi lors des épisodes suivants, avec l'emploi répété du flashball et des équipes surarmées. Le politique affiche la reprise en main ostentatoire des quartiers. Nous allons l'interroger aussi sur ces questions. Merci beaucoup.